Wesh gros, j'espère que vous allez bien. Pour ce nouvel épisode, nous avons le plaisir de recevoir plusieurs invités. Faz, un graffeur très fort et très actif. Et aussi Triptyque, groupe qu'on ne présente plus, qui depuis plus de 2 décennies enchaîne les projets. Ils étaient de passage à Lyon pour un concert mémorable. Nous prouvons qu'ils sont toujours fidèles à leur musique et surtout qu'ils sont toujours authentiques. Ça fait plaisir. Banam, banam, dans le bon comme dans le mauvais on l'aime. Banam, banam, le temps passe et banam reste le même. Banam, banam, dans le bon comme dans le mauvais on l'aime. Wesh gros. Wesh gros. Wesh gros. Vous allez bien? Impec. Black Bull, Drixé, Wesh, Shabazz, bienvenue dans l'émission. Pour nous, Merci. c'est un énorme plaisir. Partagé. Franchement, tout l'honneur est pour nous. Ce soir, vous êtes à la 4e date, vous êtes de retour sur scène, c'est la 4e date de Anthologique Tour, Exactement. en direct live de la Marquise. Comment ça se passe la tournée pour le moment? Bah écoute, pas mal du tout là. Donc, comme tu dis, c'est la 4e. On a déjà fait Montreuil, Vendôme, Rennes et ce soir Lyon. Et franchement, on est super contents, très encourageant. Beaucoup de chaleur, beaucoup de générations différentes. On est surpris de voir notre ancien public qui nous suit toujours, Ouais. qui viennent avec leurs enfants, qui sont des adultes et qui connaissent nos sons, tu vois. Donc ça fait chaud au cœur. Et la nouvelle génération qui participe. Ouais, bah c'est vraiment transgénérationnel pour le Ah coup ouais. là. Et on est grave surpris et ça marche trop bien quoi, le En fait, mélange. c'est pas trop surprenant parce qu'avec la carrière que vous avez, les gars, ça fait 30 ans. Presque 30 ans, ouais. Ouais, de ouf. 30 ans entre les albums, les maxi, les EP, les apparitions sur mixtape, en solo ou en groupe, et toutes les collaborations que vous avez pu faire, notamment avec des grands noms du rap franc comme Zoxy, Rossé, le frérot Boubassan. Boubassan. C'est énorme. Bah ouais, en fait on s'en rend compte en faisant ces dates là, en faisant cette anthologique tournée, on se rend compte de ça vraiment, on le sait tu vois, mais quand tu le vis avec les gens et quand tu croises toutes ces têtes que t'as pas vues depuis 20, 30 ans pour certains, qui viennent comme je te dis avec leurs gosses, ça chante les paroles, des morceaux qui ont 25, Carrément, 30 ans, bien sûr. ouais, on plaisir. se rend vraiment compte de ça. Hein Cédric? Ah ouais, bah, le Big Maker. Absolument. Non, c'est vrai, c'est la bonne surprise du truc quoi. Ça fait hyper plaisir. Ouais, ça fait un petit moment que vous n'avez pas en plus joué sur scène. Ça faisait 12 ans. Enfin 12 13 ans ans. même, 13 ans. C'était pour le Canaille Kikit. Exactement. La dernière date c'était 2012. C'était Châteauroux je crois. Ouais. C'est ça. En solo, Et, triptyque. Triptyque, ouais. C'est une bonne expérience, ça, Canaille Kikit. Parce que vous avez réuni des gars de votre génération, de la nouvelle génération, qui, comme Dean Burbigo qui était là, Yes. par exemple, on ne citait que lui. Ouais. Ouais, bah il y avait du monde, il y avait Némir, bien sûr. il y avait Cassidy, des X-Men, on a eu Roca, bah ça tournait, hein, on s'est retrouvés, même je crois que, ouais, il y a eu tout le monde, puis là, même je crois que Danny, il est venu sur une date, DC's, ouais, franchement, Yes. c'était assez fou à l'époque, quoi. C'était la première initiative, après il y en a eu d'autres depuis, de là à dire qu'on a initié le truc, bah voilà, de toute façon, nous on y réfléchissait depuis un bon moment, donc c'est normal que d'autres aient eu la même idée, mais d'avoir pu le faire comme on le voulait avant tout le monde, et puis d'avoir été backé aussi à l'époque par Yuma pour le tour, c'était vraiment cool, quoi. Mais c'est vous qui étiez à l'initiative d'avoir trouvé Ouais, l'idée de ouais. venir ces Ouais. événements, quoi. Exactement. Et puis ça nous a remis aussi le pied à l'étrier, puisque en 2012 on a refait un EP depuis. Ouais, voilà. Et puis qu'on défendait sur scène à chaque fois qu'on jouait avec Canaille Kikit, quoi. Donc c'était cool. Ouais, parce qu'entre temps aussi, il y a eu une coupure avec le groupe, mais vous avez fait chacun des projets solo, Ouais. comme tu avais fait avec Jones. Ouais, exactement, ouais. Rimcash Et Didi. et Didi. Ouais. Qu'on a vu il y a 2 semaines, tu vois, le fait de remettre, de refaire des morceaux, de repartir sur une dynamique, de faire des morceaux et de tourner, on revoit tout le monde, tu vois, tout le monde, on recapte tout le monde, tu vois, comme Boubassan aujourd'hui, Didi il est venu chez Dabas il y a 2 semaines, c'est... C'était pareil, on a revu à Montreuil, c'était la première date de la tournée, on a vu des têtes qu'on n'avait pas vues depuis 25-30 ans. Non, c'est vraiment ça. C'est un retour aux sources. Ouais, on peut le dire un peu quand même. Ouais, bah oui. Parce que moi je suis né à Lyon, Ah ouais. je reviens aux sources. Ok. Demain j'irai voir ma grand-mère. Bien, la famille c'est J'irai au important. marché. Il y a ce côté, ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas fait toutes ces villes de province dates, ouais. qu'on a fait plein de fois avec Triptyque, mais qu'on n'avait pas l'occasion forcément de faire tout seul ou sans actualité. Et reprendre le train ensemble. Non, surtout qu'on pensait vraiment que ça n'arriverait plus en fait. Ouais, c'était pas prévu. On se disait que les concerts, les tournées, c'était derrière. Et puis là, en fait, de repartir comme ça ensemble, c'est assez mortel. Et puis après, tous les réflexes sur scène, ça revient hyper vite.
Ouais, ça revient. En fait, quelques répètes et puis il y a plein de trucs. Bon après, il faut se rappeler de tous les textes parce qu'il y en a qui sont très vieux. Mais il y a plein d'automatismes qui reviennent directement quoi. Donc ça c'est cool. Il y en a un paquet de textes en plus à sortir. Bah ouais, là on pioche dans. On fait 31 morceaux, 32. Ouais, on pioche dans toutes les époques, aussi dans nos solos respectifs. Ça va. Beaucoup de générations de morceaux comme beaucoup de générations dans le public. Il y a eu 2 morceaux qui sont ressortis récemment. Il y a Prends garde et Grand Soleil. Ouais. C'est ça. Il y en a même un 3e, mais qui était un peu plus discret, qui est sorti, qui s'appelait A0. Mais il n'est pas sur les plateformes, il est sorti que sur YouTube. Et il est sur la compile Anthology. Voilà, il est sur le. Et le dernier morceau, je crois. Parce qu'à la base, on s'est réunis pour ça. On avait envie de faire du vinyle et de réunir nos meilleurs morceaux sur un triple vinyle. C'était un peu une des premières raisons pour laquelle on se voyait. Et vu que le lendemain Greg il est passé chez moi et que j'ai un micro, et vu que Drixé il avait quand même des instrus, on a enregistré on a bossé ces 3-4 morceaux, dont A0 qu'on a mis sur le vinyle, et puis Prends garde qui est sorti en plein pendant les élections, c'était parfait. Ouais, et puis là il y a un nouveau qui arrive bientôt, je suis en train de finir le clip. Donc tu vois, on fait des dates, on fait des morceaux, on gambade, on s'amuse. C'est toi qui fais le montage et le tournage du clip et tout? Ouais, jusqu'à présent, parce qu'on est vraiment en autonomie totale, tu vois. On fait les enregistrements chez moi, Drixé il fait les mix, je fais les pochettes, avec on a ressorti les vieilles photos d'archives, les cassettes, DV, VHS et tout. Avec Booba dessus. Avec Booba. Donc on a commencé comme ça, à fouiller dans nos archives. Puis après, pour Prends garde, on s'est filmé chez moi, dans ma chambre, avec de néons, voilà, à la débrouille. L'énergie, c'est comme il y a 25 ans. On a toujours bossé comme ça en vrai, on a toujours bossé comme ça. Donc, sauf que là on a plus de skills. Donc avant Drixé ne mixait pas, moi je faisais ni photo ni vidéo, donc c'est un plus qui est pas négligeable quoi, vu l'économie du truc. Ouais. Et puis il y a aussi le fait que c'est plus simple quand même de faire du son en 2024-2025 qu'à l'époque. Nous on a commencé sur un 8 pistes, 4 pistes dédoublables à l'époque, donc c'était à 95. Puis on a vu toutes les générations de technologies finalement, mini-disque, DAT, après CD gravé, après tu vois, après échange de fichiers. Donc vraiment, on a vu le truc et puis on se rend compte que là c'est autrement plus simple de faire du son. Et puis là où on a de l'avantage, c'est qu'on repart pas vraiment from scratch. On a cette discographie, nous c'est derrière, donc on s'en rend pas compte. Et comme disait Dabas tout à l'heure, c'est vrai que de remonter sur scène, de renvoyer des morceaux et aussi de récupérer tout l'amour que les gens ont pour nous, parce que on nous dit régulièrement mais ça fait partie de ma jeunesse. Et puis humblement on dit aussi que ça fait partie de la nôtre aussi. Donc tu vois, on est dans le même bateau finalement, tu vois. Comme vous dites dans le morceau, c'est pas fini, vous continuez toujours quoi. Ouais, c'est ça. Puis on se rend. Le plaisir est intact et voilà, comme disait Drixé, le fait on bouge ensemble, on est en colonie de vacances, nous tous les trois, on rigole comme au premier jour quoi. Et puis c'est vraiment ça. Et puis avec l'expérience aussi, le fait de recommencer sur cette dynamique là, on a mis tout au clair entre nous. Donc à partir du moment où il y en a un qui est pas d'accord pour faire un truc, on fait pas. Et voilà, c'est le communisme entre guillemets qu'il y avait au départ du groupe, avant qu'on ait les femmes, les enfants, tu vois, voilà la vie quoi. Là les enfants sont grands, donc ça permet aussi de gagner en disponibilité et puis de pouvoir monter une première tournée, de préparer la tournée d'automne aussi qui s'annonce aussi assez complète. Et non mais frère, on vient un rêve éveillé, tu vois, donc franchement c'est que de l'amour à chaque coin de rue, c'est de l'amour quoi. Du partage. Du kiff. Exactement, tu vois, sans même parler de transmission de quoi que ce soit. Nous, on fait notre petite musique chez Dabas, tu vois, à notre petite échelle, sans se la raconter. Toujours passionné. On aime ça, on kiffe ça. Et puis, de toute façon, t'es bien placé pour le savoir aussi, tu vois. C'est que du kiff, frère, c'est que la passion. Donc, le fait de pouvoir transformer ça de manière sonnante et trébuchante, qu'il y a une réalité économique aussi, on va pas se le cacher, parce que la vie est payante. On se rend compte de la chance qu'on a, quoi, c'est clair. Vous voyez là une différence en ayant traversé les époques parce qu'à l'époque c'était les maxi, les mixtapes pour apparaître, être productif. Maintenant c'est plus de sortir des singles en mainstream sur les plateformes et tout. Ça change la méthode de travailler à ce niveau-là. Oui et non, parce que nous après on n'est pas du tout dans la course au stream ou dans quoi que ce soit. Nous on sort des morceaux juste pour se faire plaisir en fait. Mais on n'est plus du tout dans une optique de carrière. Ou de quoi que ce soit, vu que on a déjà fait ce truc là, puis là on a plus l'âge de ça. Nous on fait vraiment ça que pour le kiff.
Et donc maintenant avec les moyens qu'on a, parce que comme on disait tout à l'heure avant, pour aller enregistrer un album ou enregistrer un morceau, il fallait aller en studio. Les premiers qu'on a fait c'était sur bande, enfin c'était tout un bordel, c'était compliqué, c'était un budget. Là le fait de pouvoir tout faire tout seul en autonomie, c'est beaucoup plus simple et dès qu'on a une envie on le fait et puis voilà quoi. Et comment ça passe là-bas? Tu fais des prods, j'en envoie 3-4, ils se débrouillent dessus. Ouais, c'est ça, ouais. Comme avant, ouais. Pas grand chose qui a changé. Ouais. Ben, même dans le style, c'est toujours fidèle. Si, il y a un truc qui a changé, c'est que maintenant on écrit ensemble. Enfin, les 4 morceaux enfin les 3 qui sont sortis et celui qui arrive là. Avant, on avait plutôt tendance on se mettait d'accord sur le thème, le refrain, il y en avait toujours un qui le trouvait avant l'autre. Mais là, on écrit vraiment les couplets ensemble, enfin sur ces 4 morceaux-là en tout cas. Et ça a été ça aussi, ça a été un gros kiff, vraiment d'être devant l'ordi tous les deux et bam. On le faisait un peu, mais là on l'a fait beaucoup plus et c'était vraiment kiffant. C'est vraiment kiffant. Ouais. Donc ça s'annonce bien pour la suite, il y a d'autres projets qui vont arriver, d'autres morceaux qui vont sortir. On laisse venir et comme on est aussi agréablement surpris de voir qu'on est encore vachement soutenu, non pas que par le public qui vient de nous voir au concert, mais des anciens partenaires avec qui on bossait. Tu vois, on avait à peine sorti les premiers trucs on trouve des sponsors, enfin des gens qui bossent maintenant pour des grandes marques nous filent des fringues, des gars avec qui on avait bossé sur Canal qui quittent, enfin MPC Prod qui nous aide pour le merch, tu vois. Enfin tu vois, de savoir qu'on est à la fois autonome et à la fois soutenu par tous les gars avec qui on a bossé avant, qui sont contents de voir qu'on remonte sur scène et qu'on donne un peu d'énergie. On a quand même une chance d'avoir un certain confort dans notre côté un peu à l'arrache, tu vois. On n'a pas à se plaindre. On a noté que les hôtels étaient beaucoup mieux qu'avant. C'est peut-être parce qu'on est vieux, ils ont peur qu'on se casse le dos dans des Formule 1. Donc... Des secteurs encore, non? Non, on fait pas. Non, par contre, on est hyper sage. À 22h, on est devant la télé en peignoir. Mais dans le style de prod que vous choisissez, c'est bien, vous êtes toujours resté fidèle à votre style. Il n'y a pas eu trop mis à part un peu d'électro de temps en temps, certains morceaux, mais vous n'êtes pas adapté à ce que le public attendait, ce qui marchait en ce moment et tout, toujours fidèle aux bases quoi. Non, on va dire que Triptych a quand même un ADN de l'environnement dans lequel on a émergé, savoir le boom bap. Et de toute façon, c'est que des cycles en fait. Donc là, il y a un retour du boom bap. Carrément. Donc en plus, c'est dans le sens où nous, c'était vraiment pas prémédité de remettre le couvert entre guillemets. Et là, de voir que ça correspond aussi à une sorte de retour du boom bap, qu'il y a pas mal d'artistes américains notamment, enfin des Alchemist ou d'autres. Griselda qui ont lancé. Griselda, tu vois. Donc on se dit vas-y, on va faire notre style. Et puis c'est comme pour d'autres styles musicaux comme le jazz, tu vois, moi je suis assez fan de bebop, de hard bop. Finalement c'est un style qui a jamais été éteint en fait. C'est nouvelle à chaque fois. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu plusieurs styles. C'est comme le Peura maintenant, tu vois. Voilà, il y a eu la trappe, le trap, drill. Maintenant c'est jersey, drum and bass. Mais drum and bass, en plus nous on a vu les prémices de la drum and bass à l'époque, dans les années 90. On appelait la jungle. Donc de revoir que maintenant les petits, là typiquement on a joué à Rennes avec une artiste Lynx et IRL qui joue énormément sur de la drum and bass. Ça nous a fait bizarre, tu vois. Mais en même temps c'est cool parce qu'on connaît déjà ça. Et que ce soit même des styles comme les trucs un peu plus récents comme la jersey, la jerk, ça peut nous intéresser. Mais dans le cadre de Triptych, c'est assez codifié dans le sens où on n'a pas besoin de se forcer. On sait ce qu'on a envie de faire ensemble, où on est le plus pertinent. Et voilà, après en solo on a tendance à aller chercher des petits trucs. D'abord ça a pu faire des trucs un peu plus deep set et même plus novateurs. Moi aussi j'ai fait un peu de trap par-ci par-là parce que ça me démangeait. T'as touché aux machines une bonne période. Ouais, clairement. Toujours, en ce moment là c'est un peu en sommeil, c'est plus Dabas qui a repris le relais, mais c'est là, de toute façon. Vous êtes vraiment des vrais passionnés quoi, qui c'est ça. Vous êtes à l'affût d'actualité hip-hop. Ouais, on est la curiosité quoi, tu vois, c'est pour moi la curiosité elle a pas d'âge, donc à vrai, tu vois, tout ce qui émerge m'intéresse, nous intéresse. C'est hip-hop depuis le début jusqu'au bout quoi. Ouais, clairement. Enfin, tout peut être hip-hop, donc n'importe quel style musical qui émerge peut potentiellement devenir, par la magie du hip-hop. Pensez-vous que le hip-hop a changé un peu d'image à l'heure actuelle, comme c'est devenu maintenant plus au niveau commercial, on va dire que ça marche beaucoup plus qu'à une époque? Ouais, oui, c'est énorme maintenant, il y a tellement de sorties, tellement de choses.
Mais il y a de tout. Est-ce que c'est le rap qui a explosé, mais après le hip-hop, voilà, le hip-hop, il n'est pas super présent. Voilà. Ouais. Qu'à une Par époque, contre, le rap est le numéro 1 maintenant, ça c'est sûr. Hein. Mais, parce que même dans les morceaux de l'époque où vous faisiez des textes, on va dire, entre guillemets, de b-boy, vous représentez bien toutes les disciplines du hip-hop, même ne serait-ce que le morceau avec Pawn ou avec Dynasty, vous avez pu faire. Surtout les morceaux, il y avait des scratchs à l'époque, parce que le scratch c'est un peu l'instrument du hip-hop. En rock, tu mets un solo de guitare, quand tu fais du rap, tu mets du scratch. Quoi. Il y avait des danseurs, des trucs comme ça. Dans le rap de maintenant, c'est vachement moins présent. Voilà, de tout ce qui est catalogué rap. Mais après, c'est normal que je veux pas critiquer la musique de maintenant. Ça évolue en fait, c'est normal, c'est des cycles. Il y a tellement de trucs en plus que je ne saurais même pas définir le rap de maintenant, tellement il y a 15 000 courants. Après, il y a des courants plus mainstream que d'autres et tout, mais en tout cas, c'est énorme et c'est tellement énorme que je le maîtrise pas, je le connais pas. Quoi. Je pioche des choses par-ci par-là. Vous n'êtes pas dans la compète à ce niveau-là, vous faites vraiment ça pour le kiff. On serait mal barré si on était dans la compète, parce que quand tu vois les streams qu'ils font. Ouais, carrément. Non, et puis la compète, elle est. Tu vois, c'est comme dans le sport. La compète, elle est nous contre nous-mêmes. Tu vois, essayer de pas faire de pas se répéter par rapport à d'autres morceaux qu'on a fait par le passé, même si la vie veut que l'actualité, c'est toujours les mêmes cycles. Tu vois, ce qu'on est en train de vivre, finalement, tu vois, c'est donc on revient toujours sur les mêmes thèmes, mais fatalement, comme on évolue. On mûrit, l'esprit critique mûrit aussi, et même si on traite le même thème, ce sera toujours avec l'expérience de notre âge. On est bientôt quinquas, tu vois, même si on a 18 ans dans nos têtes à vie, je crois. Mais en vrai, voilà, ça aide aussi à affiner l'esprit critique et le cas échéant, ça se retrouve dans les textes de manière plus précise. Mais en fait, vraiment, c'est ce que tu disais. Je pense que là, maintenant, le son qu'on fait, on le fait pour nous. Ouais, avant tout, en fait. Ça. Avant même de se dire qu'on va le sortir, parce que même il y a des morceaux, le prochain qui va sortir, on l'a fini il y a 4 mois, un truc comme ça. Ouais. Et puis en fait, on prend le temps de faire le clip. On n'a pas du tout d'urgence à diffuser ou à faire des plans de diffusion, de com, de trucs. En fait, on fait des trucs pour nous. Quand on le sent, on va le balancer. Ouais. Et on apprend des trucs comme ça maintenant, en fait. Ouais. Toujours actif. À l'époque, on avait quand même bossé avec des équipes marketing comme 360, tout ça, sur les gros albums de Triptyque. On avait des contacts dans tous les gros médias de l'époque. Maintenant, on a créé une page Instagram, il y avait 0 personnes. Maintenant, on est à 1000 et quelques, tu vois. Une chaîne YouTube, pareil, 0. Donc, tu vois, au niveau impact, quand tu sors tes morceaux, c'est un peu léger. Et c'est beaucoup. Alors que quand on fait une date, même si parfois il n'y a que 200 personnes, au moins c'est 200 personnes que tu vois réagir en direct. Et ça, c'était important pour nous de défendre les morceaux sur scène parce qu'on n'a pas encore de grosse force. Je ne sais pas si on en aura un jour. Mais vous êtes des kickers, vous êtes des amoureux de la scène. Ça, c'est sûr. Ça, c'est en vous, quoi. C'est pas faux. Oui, on n'a pas hésité une seconde. On n'avait même pas prévu de tourner, un petit peu quand même, mais on pensait pas que ça se passerait comme ça. Du jour au lendemain, on dit on vous trouve des dates, il y a ça. On a fait ok, c'est parti. Il n'y a plus qu'à se remémorer les vieux textes et puis let's go. Hein. Mais en tout cas, c'est bien de vous, ça fait plaisir de vous voir. Ça fait plaisir de l'entendre. Vous avez un message pour tous les passionnés comme nous. Moi j'en ai un. Le son. Moi j'en ai un, c'est wesh gros. J'ai pas trouvé mieux. Non, c'est jamais éteindre la petite flamme qu'il y a, quoi. Ouais. En fait, parce que des fois tu te dis c'est fini, c'est derrière, et puis en fait ça reprend. C'est comme je te disais tout à l'heure. Et c'est tellement kiffant en fait de retrouver les potes et toi de se retrouver là, voilà. Ouais. Et c'est ça, c'est beau la passion en fait. Ouais. C'est de ne pas avoir perdu ce truc. Ouais, c'est ça. Le message ce serait croyez en ce que vous aimez en fait. En premier lieu, et puis se rendre compte aussi à un moment que tout est déjà là. Nous on a voulu à un moment partir chacun dans nos projets respectifs parce que c'est ça aussi le concept de Triptyque. Mais en vrai c'est nécessaire de le faire. Mais en vrai il y a une alchimie qui se passe quand on commence à bosser le son tous les trois. Qu'on peut pas avoir individuellement, donc et puis le fait de discuter sur des thèmes, sur des trucs, la magie de la dialectique, du dialogue, c'est t'as une idée, l'autre rebondit dessus, ça part plus loin, ça part toujours plus loin, et ça arrive à un endroit où jamais t'aurais pu aboutir tout seul, donc c'est sûr, voilà, c'est ça. C'est né à 15 piges ensemble et qui peuvent se séparer et se retrouver, il y a un truc. On a appris la musique ensemble, on a appris la vie ensemble, on a eu des gosses en même temps, non, pas ensemble. Des gosses ensemble. Vous avez pondu des bonnes galettes, donc c'est ça. On a pondu ensemble.
Et donc voilà, donc ça c'est ce qu'on retrouve à chaque fois quasi instantanément, même si parfois on fait des breaks de 10 piges. Il y a toujours un moment où on se dit t'as pas un truc? Ah bah si, et puis en général, hop, ça tout de suite. Et ça c'est un truc qui est pas donné à tout le monde, mais quand t'as ça, quand t'as dans d'autres secteurs, hein, en amour, en professionnel, en amitié, quand il y a un truc fort comme ça, en général, ça passe les années quoi. Ça passe les années, ça même s'il y a ça peut s'éloigner, quand ça revient comme au premier jour. Voilà, voilà le message. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour cette interview, les gars. Franchement, long de ouf, hein, ça fait plaisir. Ah bah merci, franchement les gars, moi ça me fait plaisir pareil. C'est énormément plaisir à toute l'équipe. D'être là ce soir. Merci. Bah, bien sûr, on sera là. Merci à Boubassa. Changement de lieu avec Faz, un graffiti artiste très talentueux, où il n'est pas rare de voir son blast sur les murs. Il a récemment sorti un livre, aussi enrichissant que ses fresques, de quoi vous en mettre plein les yeux. Wesh Faz, Wesh Embra. comment vas-tu? Et toi? Ça va, merci. Et surtout un grand merci pour la fresque. Écoute de rien, hein, avec plaisir. Hein. J'ai pas d'autre mot que dire qu'elle est magnifique. Très soignée, comme toutes tes fresques. D'ailleurs, qu'est-ce qui t'a mis dans le graffiti? Alors ce qui m'a mis dans le graffiti, c'est que déjà depuis tout petit, je dessine. De toute façon, j'étais souvent sur des feuilles blanches avec des feutres et voilà. Et puis un jour, j'ai découvert un magazine de graffiti et c'est ce qui m'a fait le déclic un matin d'aller à la tabac presse, acheter mon premier magazine de graffiti et puis ça m'a parlé quoi. C'est vraiment le truc qui m'a parlé parce que je commence à découvrir un peu le rap aussi en même temps, donc du coup c'est parti à peu près de la même chose. Et puis ce truc-là, de travailler les lettres, les couleurs, et puis de travailler sur des gros formats, en fait, c'est vraiment un truc qui m'a parlé. C'est-à-dire quelle année? C'était aux alentours de, je pense, entre 2003 et 2005, par là, je pense. Vraiment au tout début de l'adolescence, quand j'étais au collège, en fait. Hein, c'est vraiment un truc. Et quand tu as commencé à dessiner par rapport à tout ce qui t'inspirait dans les magazines, tu as enchaîné directement sur les murs? Non, j'ai beaucoup dessiné avant parce qu'il y a ce truc-là que beaucoup de gens ne font plus aujourd'hui, c'est le sketch en fait. Et puis comme il y a cette espèce pas de concurrence, mais de vision des anciens, il faut toujours se dire que faut que j'arrive à faire un truc bien pour pas me faire repasser. En fait. Donc il y avait toujours ce travail-là d'essayer de trouver des trucs pour que ça soit le mieux possible, pour que le jour où je peigne sur un mur, je me fasse pas repasser tout de suite. Voilà, c'était vraiment, je cherchais vraiment à me dire que là j'ai fait un truc qui est pas trop mal, je pense que ça va aller, et puis je faisais le truc. Et puis puis après c'est comme ça que ça. Et comme tu dis, la vision des anciens, il y avait parmi tous ces artistes, il y en a certains qui t'ont influencé. Il y a beaucoup d'anciens qui m'ont influencé. J'ai eu la chance de pouvoir grandir et faire mes études à côté de la Friche-Cherville, rue Feuille à la Cassel, où j'ai rencontré pas mal de gens, où j'ai pu voir beaucoup de peintures, beaucoup de murs, beaucoup de haut niveau surtout. Enfin, à l'époque, il y avait vraiment un très très gros niveau de graffiti à Lyon. C'est très impressionnant et c'est vrai que d'avoir eu cette chance-là quand même de pouvoir être un peu dans la ville quand même, parce que j'étais quand même à la campagne à cette époque-là aussi. Et à la campagne, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc, mais c'est vrai, quoi, le fait d'avoir plus ou moins grandi et fait mes études à côté de la Friche-Cherville, ça m'a vraiment permis de voir beaucoup de choses. Et, découvrir, voilà. t'inspirer et te motiver par la suite. Ça, ouais. Et comment as-tu développé, travaillé ton style? Comment c'est venu au fil du temps, on va dire, même depuis le début? Comme tous les débuts du graffiti, on recopie plus ou moins ce que les autres font pour essayer de comprendre comment la lettre est structurée, comment les couleurs sont mises en place, c'est quoi la technique pour faire des contours fins ou des contours épais. Enfin, on découvre énormément de choses en fait. Et c'est tout en apprenant à force de dessiner et de peindre que forcément on prend du niveau et puis on avance dans ce qu'on kiffe. Et puis avec le temps, en fait, les choses se font plus ou moins tout seul au niveau de l'évolution de ce qu'on fait, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une ligne qui se trace tout seul, en fait, sans forcément savoir ce qu'on fait dans 5 ou 6 ans au niveau style, quoi. On ne sait pas, quoi. Moi, ce qui m'a marqué, qui a attiré directement mon attention sur tes fresques, c'est ce côté futuristique, galactique, limite science-fiction, quoi. Ouais, parce qu'à l'époque où j'ai commencé à peindre, il y avait pas mal d'équipes qui étaient dans ce style-là, notamment les GT sur Paris. Yes. Après, ce côté vaporeux, en fait, vachement vaporeux, c'est vraiment un style très, très à l'ancienne aussi. Le style old school, il part de là, en fait. Hein. C'est ce côté
ce côté vaporeux, fumé, un peu galactique avec les points de lumière, les choix des couleurs. Voilà, c'est vraiment un truc qui à la base est quand même très old school, mais qui a bien été repris à cette époque-là par ces équipes-là. Même au niveau de ton lettrage? Au niveau de mon lettrage, au niveau des GT, surtout un qui m'a particulièrement inspiré, c'est Disaster 156. D'ailleurs, j'ai acheté son bouquin il n'y a pas très longtemps, alors qu'il était sorti il y a un moment déjà. Il vaut tard que jamais. Et c'est un des premiers livres un des premiers vrais livres de graffiti que j'ai découvert, et j'ai pris une claque. Au niveau des styles, au niveau des couleurs, c'est quand même assez violent comme truc. D'ailleurs, tu viens de sortir un livre. Oui, exact. C'est Out of Phase. C'est Out of Phase, ouais, Phase. Comment t'es venu l'envie de sortir un livre? Alors l'envie de sortir un livre, ça me trottait déjà depuis un certain temps déjà. Et puis avec une de mes équipes, on avait envie de faire aussi un livre sur l'équipe en elle-même, l'équipe PB. C'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup d'anciens qui ne payent plus, il y a beaucoup d'archivage à faire, de scan de photos et tout ça, donc c'est un très gros travail. Bon, l'idée a été mise de côté, mais bon, on ne sait pas trop où ça va. Et moi de mon côté, j'avais envie de faire un livre, et puis une opportunité qui s'est présentée, c'est que j'avais plusieurs entrepôts vierges à ma disposition. J'avais besoin de prendre un peu de recul avec les réseaux sociaux aussi, donc et puis comme j'avais un peu la maîtrise des logiciels de mise en page et de graphisme, du coup je me suis dit bon bah allez, on va essayer de se monter un projet quoi. Magnifique ce livre. Et il retrace 2 ans de ton parcours, quoi, assez récent, je crois, de 2021 à 2023. C'est fin 2021 jusqu'à fin 2023 exactement. Ouais. Pourquoi avoir choisi ce moment-là, quoi? C'était un peu une deadline au départ, me dire je me laisse 2 ans. En sachant que les entrepôts sont jamais éternels en fait. Donc, et puis c'est pas facile forcément à trouver aussi. Ouais, bien sûr. Pas évident. Et je me suis mis 2 ans parce que je me suis dit que voilà, c'était peut-être le moment de faire ça. Et puis que 2 ans quoi. Je me suis dit allez, pendant 2 ans, je me focalise que là-dessus et je fais que ça. Moi, ce que j'aime bien dans le livre, autre que les belles photos des fresques et tout, c'est que ça raconte le moment, comment s'est fait la fresque, le climat, ce qui t'entourait à ce moment-là. Dans chaque sommaire, il y a des récits écrits de ta part où tu expliques la situation. Ouais, c'était l'idée de départ en fait, de faire un chapitre, un spot, un entrepôt ou un spot ou un support en particulier ou genre une semaine de vacances. Voilà. Chaque chapitre est très précis, il représente un entrepôt ou un moment de l'année sur les 2 ans. Et c'était important pour moi de mettre du texte parce que c'est toujours plus intéressant, je trouve, de mettre un texte avec tout le côté explicatif justement du moment passé là-bas, ouais. les sensations, les anecdotes si jamais il y a eu des problèmes ou pas. Je trouve ça quand même assez intéressant dans le sens où ça permet à la personne qui est en train de lire le livre de pouvoir se plonger en fait dans mon univers, en fait, de se sentir entre guillemets quand on regarde les photos. Limite un roman quoi. On se croirait presque dedans quoi. Ah ouais. D'ailleurs à propos des entrepôts, t'aimes bien peindre là où personne n'est passé encore. Exactement, ouais. Parce que c'est un peu de l'ego quand même, de se dire que voilà, j'ai trouvé un entrepôt, il n'y a que moi dedans, voilà, c'est le mien, c'est moi qui peins dedans, voilà, c'est de l'ego trip à fond la caisse, hein. Mais c'est toujours gratifiant de se dire que tu rentres, c'est comme si tu rentrais chez toi en fait, et que c'était chez toi. C'est-à-dire que tu rentres dans un entrepôt, il n'y a que tes pièces, il n'y a que toi. Il n'y a que tes pièces à toi, il n'y a personne d'autre en fait. Et je trouve ça, moi j'aime beaucoup, ça me fait mon musée à moi tout seul dans mon coin. Ouais, c'est le cas de le dire. Puis ça me permet de regarder aussi ce que j'ai fait avant, d'essayer d'améliorer des choses. Voilà, tu vois. Il y a quand même beaucoup de prise de risque, sachant que tu as un problème auditif aussi. Donc ça joue beaucoup au moment que tu peins quoi. Ouais. Le moindre bruit, paf, t'es mis en alerte, t'as le réflexe de regarder ce qui se passe à droite, à gauche. C'est... Comment appréhendes-tu ces sensations, ce moment-là, ces doses d'adrénaline, on peut dire quoi. C'est toujours très stressant hein, de peindre un spot qui n'a jamais été peint, parce que déjà les entrepôts sont jamais vraiment abandonnés, ça appartient forcément à quelqu'un.
c'est pour ça qu'il faut toujours prendre les bonnes précautions au niveau de l'accès, au niveau de la sortie aussi. Et surtout le pendant qu'on peint, ne pas faire trop de bruit, être le plus discret possible en fait, c'est comme n'importe quelle action dans le graffiti, que ce soit pour faire un train, un métro, bien sûr, ou même un entrepôt, ou même de la rue. Le but c'est d'être incognito, quoi. On ne sait pas par où on est. Les personnes qui vont tomber dessus ne savent pas par où on est rentré, combien de temps on est resté et quand on est passé. C'est le but. Comment prépares-tu ce genre d'opération? Tu es en mode freestyle ou tu viens vraiment avec une fresque que tu as préparée à l'avance, sachant que tel type de mur tu auras à faire, quel genre de bombe tu vas prendre, le nombre, etc. Tu vois, comment tu prépares tout ça? Alors le livre, il a une certaine particularité, c'est que quasiment toutes les pièces sont en chrome. Donc ça, c'est un choix personnel, financier et au niveau efficacité. Parce que le chrome repasse sur n'importe quel support, hein, donc ça a été une des... Puis la bombe de peinture est quand même quelque chose de plus pratique à transporter qu'un pot de peinture et compagnie, quoi. Et au niveau de mon choix de couleur et de ce que je fais, alors ce qu'il faut savoir, c'est que pendant 2 ans, tout le temps que j'ai peint pour le bouquin, j'ai pas dessiné une seule fois. Ça a tout été improvisé à chaque fois devant le mur, voilà, quoi. Okay. Et après au choix des couleurs, c'est en fonction de mes envies, en fonction de... Quand je me balade dans l'entrepôt, je repère les murs que j'ai envie de peindre et en fonction de l'ambiance ou peut-être des couleurs qu'il peut y avoir autour du mur, que ce soit par terre, au plafond ou sur le mur même, je me prépare mes couleurs en fonction, par exemple. Plus il y a des périodes où tu y vas, il fait -10, à n'importe quel moment. Et à un moment, il y a un passage qui m'a fait rire parce que ça m'a rappelé des souvenirs. Dans le livre, tu dis, ouais, il y avait une personne qui arrivait, tu as dû te planquer pendant 30 minutes et ressortir incognito comme c'est un été jusqu'à temps qu'il soit parti. Ouais, c'était une action. Tu parles de celle de l'entrepôt ou celle du dépôt de train? Non, celle de l'entrepôt. Celle de l'entrepôt. Ouais. Ouais. Alors celle de l'entrepôt, ça a été très, très surprenant comme action. C'est qu'en fait, déjà quand on peint, on se met dans une espèce de bulle qui fait qu'on est concentré dans ce qu'on fait et que tout ce qui est autour n'a pas trop d'impact en fait. Donc le moindre bruit violent en fait, il arrive violemment en fait, encore plus violent que si on prête beaucoup plus attention, quoi. Donc là en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un bruit mais énorme, mais un truc, on s'est dit wow, qu'est-ce qui se passe en fait. Et là ça a été remballement du sac, se planquer dans un angle de vue où personne ne peut nous voir en fait. Et on a dû attendre, on commence à se mettre aux fenêtres, à regarder s'il y avait quelqu'un, on voyait rien, et puis bon, au bout d'un moment on commence à tourner. Jusqu'au moment où on voit en fait un chasseur avec son fusil ouvert sur l'épaule avec deux chiens en fait en train de revenir à sa voiture. On s'est dit mais qu'est-ce qu'il a fait le gars en fait? Est-ce qu'il sait qu'on est dedans? Est-ce qu'il nous a vus? Bon, c'est clair, dans les moments comme ça, il faut se faire extrêmement discret, il faut pas crier « Merde, putain, qu'est-ce qui se passe ?» Non, il faut rester hyper concentré et silencieux et savoir gérer son sang-froid justement. Et puis surtout être prêt à partir s'il faut vraiment partir, quoi. Donc c'est vraiment des trucs... le bruit a été assez surprenant quand même. Et il y a eu beaucoup d'endroits que tu as fait tout seul. Oui. Très très souvent tout seul, parce que tout seul c'est beaucoup plus discret déjà. Et puis il y avait ce côté aussi de toujours être le seul à peindre l'entrepôt aussi. Et puis ça a toujours été un peu ma manière d'être et de peindre, en fait, de peindre tout seul et de faire mes trucs dans mon coin, quoi. Puis après c'est une certaine sécurité aussi de peindre tout seul, parce que quand on rentre dans un entrepôt et qu'on sait qu'il n'y a que nous qui y allons, en fait s'il y a un truc qui bouge, on sait qu'il y a quelqu'un qui est passé et voilà. On sait qu'il s'est passé quelque chose. Ouais. S'il y a rien qui bouge, c'est que ça n'a pas bougé depuis la dernière fois, quoi. Donc ouais, peindre tout seul, ça a été parce que c'est un projet que je fais tout seul. Donc c'est un projet que je fais tout seul, donc je fais tout seul en fait. Outre que les entrepôts, tu fais aussi les voies ferrées. Et à un moment, tu parles dans le livre, au moment où tu vas sur la voie ferrée, tu prends du temps à trouver ta place. Parce que c'est cartonné de partout. Ouais. Et surtout que tu ne souhaites pas, tu respectes, tu vas pas repeindre par-dessus quelqu'un d'autre. Et comme tu le décris, tu dis, à ce moment que tu cherches ta place, tu admires les graves des autres avec une certaine nostalgie, parce qu'il y en a qui sont là depuis des années, quoi. Ouais, exactement. Ouais, en fait, les voies ferrées, c'est vraiment des lieux très importants pour le graffiti, parce que c'est quand même des lieux où en général c'est quasiment pas nettoyé. Et puis c'est une des bases aussi quand on fait du vandal, quoi, faire de la voie ferrée, ça se voit du train,
puis c'est vu par d'autres graffeurs, par les cheminots qui travaillent sur les voies aussi. Passagers qui passent dans le train. Voilà, c'est ça. Et puis c'est magique parce que ça, en fait, il y a tellement des pièces qui datent. En fait, c'est un musée à ciel ouvert. En fait, comme j'explique dans le livre, c'est que quand on se balade sur une voie ferrée, il y a l'odeur, il y a le bruit, il y a toute cette ambiance qui va avec. Et le fait de voir des graphes qui datent de je ne sais combien de temps, c'est voir les styles qu'il y avait à l'époque, des trucs comme ça, c'est toujours cool. Il y a certains endroits, il y en a qui sont là depuis plus de 30 ans. Oh oui, ouais. Facilement. Ouais. Ça, c'est encore cool de pouvoir voir qu'il y a encore des graphes qui ont été là bien avant qu'on commence à peindre. Et puis pour certains qui n'étaient même pas encore nés, quoi. Ouais, carrément. C'est quand même différent quand tu peins, par exemple, sur un playground. Sur les playgrounds, tu vas peindre, le lendemain, il risque d'être repeint par quelqu'un d'autre. C'est ça. Comment vois-tu les choses à ce niveau, quoi? En fait, les règles, elles sont bien établies, je pense, au niveau de certains murs, de certaines... dans les voies ferrées, par exemple, ou dans les endroits dans la ville, tout ça. Mais dans les playgrounds, c'est un peu libre à tout le monde, quoi. Comme les collages d'affiches, tu colles une affiche, le lendemain elle peut être recouverte, quoi. Oui, c'est ça. Après, dans tout ce qui est terrain, je parle évidemment, les endroits où on a le droit de peindre, des trucs comme ça, il y a quand même certaines règles qui ont été quand même oubliées quand même maintenant aujourd'hui. C'est ce côté de se dire que ouais, je peux le repasser parce que je sais que je vais faire mieux, par exemple. Et cette règle-là qui est plus trop établie maintenant aujourd'hui. Maintenant, les gens ils viennent, ils prennent une place et c'est terminé, quoi. Ils se posent pas la question, quoi. Pour en revenir à la frichère-vie que j'ai connue étant jeune, c'était vraiment comme ça. Il y avait vraiment des zones où il y avait un certain niveau qui était en place. Si on commençait juste à peindre, on savait qu'on avait notre coin à nous pour évoluer au niveau de la peinture. Et puis ça se respectait quand même dans ce truc-là, quoi. Après, il y a toujours des erreurs de quelqu'un qui te repasse, voilà, qui te repasse bien ou pas bien. C'est comme ça, quoi. C'est le jeu, quoi. Depuis que tu as commencé à peindre, qu'est-ce que ça t'apporte émotionnellement? Le graffiti, c'est un peu un style de vie quand même, mine de rien. C'est quand même un truc où dans la vie de tous les jours, on pense, on bouffe graffiti. Clairement, c'est ça. Hein. On se balade dans la rue, on regarde les tags qu'il y a dans la rue, on regarde sur les toits s'il n'y a pas de nouveaux graphes, sur la voie ferrée, on regarde s'il n'y a pas de nouvelles pièces. De temps en temps, je fais un tour ou deux dans les terrains de Lyon pour voir s'il y a de la nouveauté, voir s'il y a de nouvelles pièces, trucs comme ça. Enfin, les réseaux sociaux, on n'en parle même pas, on passe notre temps à regarder des trucs aussi. Voilà. Mais c'est vrai que le graffiti, ça apporte des choses quand même très positives. C'est que dans les moments difficiles, ça te permet de t'échapper, de te vider la tête. En fait, c'est un peu un échappatoire. En fait. C'est par rapport au travail, par rapport à la vie qu'on mène, plein de choses. Le graffiti, c'est vraiment un échappatoire où là, on se vide la tête et en fait, c'est un truc qui est vraiment, on se vide, quoi. Voilà, quoi. Le matin, tu te lèves, t'es pas bien, tu te dis putain, quelle journée de merde je vais passer ou quoi, bah tu te dis allez, je vais faire une petite peinture, hop, ça fait du bien parce que du coup ça te détend, ça te permet de te vider la tête, voilà, c'est vraiment c'est un soutien psychologique quand même, le graffiti. C'est lié au titre du livre? The Out of Phase, ouais, le déphasé, ouais. C'est ce côté-là de déclic, en fait, cette espèce de déclic que j'ai pu avoir. En fait, dès que je commence à peindre, eh ben, je suis dans un autre truc en fait. C'est tout ce qui est vie ordinaire de n'importe quelle personne lambda, bah, c'est derrière en fait. C'est pas là. C'est en stand-by et pour l'instant je suis sur ma peinture. Je voulais parler de quelque chose, tu vois, la fois dernière sur une chaîne d'info locale, il parlait du festival Graph, ou non, c'était un graffeur, je me souviens bien, il disait, la journaliste, elle disait, ouais, du street art, ou souvent ils peuvent évoquer, ils peuvent dire art urbain. Comment penses-tu le fait d'employer, au lieu de dire ouais un graffeur ou un graffiti artiste, ils emploient ces termes? Qu'est-ce que tu en penses? Alors c'est toujours un peu délicat ce genre de questions par rapport au street art, parce que bon, le street art et le graffiti c'est quand même deux domaines qui sont un peu qui pour moi sont un peu ressemblants mais qui n'ont pas du tout on va dire que sans le graffiti il n'y a pas de street art en fait. C'est un peu, voilà, faut pas oublier les origines du truc quand carrément. Même. Voilà. Et le graffiti, ça reste quand même quelque chose de, je sais pas comment expliquer ça. Elle est très difficile cette question parce qu'il faut trouver les mots justes en fait, voilà, sur ce truc-là.
Le street art, il y a des choses qui sont très bien. Après, moi, ce qui m'intéresse plus au niveau du street art, par exemple, c'est plus à la limite l'histoire de la personne. Sa carrière en fait, hein, voilà, la carrière de la personne par exemple, parce que je trouve qu'il y en a quand même beaucoup dans le street art qui n'ont pas de carrière, c'est-à-dire qui n'ont pas vraiment fait qui n'ont pas spécialement apporté beaucoup de choses, que ce soit au niveau du graffiti ou autre chose en fait, et ils sortent de nulle part et ils font des trucs juste pour l'argent ou trucs comme ça, et là c'est un peu, voilà, c'est un peu ce qui me dérange un peu aussi là-dessus. Ils n'ont pas fait leur preuve sur le terrain, on peut dire. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que quelqu'un qui va se retrouver dans un gros festival de street art, alors que le mec il est inconnu du bataillon, on le voit nulle part en fait, je comprends pas quoi. Moi j'appelle pas ça du street art en fait, hein, parce que street art, il y a quand même le mot street, donc la rue en fait, donc il faut quand même qu'il y ait un truc dans la rue quoi, faut pas qu'il, voilà. Et puis après il y a aussi ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand on fait du graffiti ou du street art de manière plus ou moins engagée, il faut quand même qu'il y ait un message, il faut quand même qu'il y ait quelque chose quoi. Faut être capable comment dire, de donner une définition de ce qu'on fait comme travail aussi. C'est important de pouvoir être capable d'expliquer pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, et pas juste se dire ouais je fais ça parce que c'est cool. Bah non, c'est nul en fait. Si je fais ça parce que bah voilà, ça m'a flashé aux yeux, ça m'apporte du bonheur, ça m'apporte plein de trucs, et ça me permet d'avoir un style de vie qui me convient, un truc comme ça. Voilà, là il y a vraiment quelque chose qui est intéressant. Alors que quand les gens qui font du street art et qui n'ont pas spécialement réfléchi à pourquoi ils font ça et dans quel but, je trouve ça dommage en fait, de ne pas avoir de conclusion sur ce qu'on fait. D'ailleurs, pour divers fresques que tu fais, tu as des inspirations particulières quand tu la prépares ou quand tu vas peindre? Une inspiration particulière, après je m'inspire surtout de ce que je vois tous les jours en fait, dans la rue, que ce soit les publicités, ou que ce soit la couleur, ou que... des fois par exemple une chaîne d'infos peut te donner une humeur un matin, et souvent mauvaise. Souvent mauvaise, voilà, par exemple, voilà, mais et puis du coup, ça va te donner une certaine énergie, une certaine gestuelle dans ta manière de peindre aussi, tu vois. En fait, tout ce qu'on emmagasine toute la journée, ça joue forcément sur ce que tu fais. Il y a quelque chose qui peut se rejoindre ce que tu as dit dans le livre. Normalement, tu évoques le fait qu'il y ait eu les manifs, tu vois. Ils ont barricadé les magasins, surtout les banques, ils ont mis des planches, plein de choses comme ça. Et bon, ça permet de cartonner dessus. Mais tu dis bien, parce que tu dis les gens, ils calculent même pas, ils font même pas attention, parce qu'ils sont bloqués sur leur téléphone. Ouais. Il y a ça, et puis il y a aussi une autre phrase qui était importante dans ce que j'ai lu dans le livre, c'est que les gens sont dans l'oubli de la société en fait complètement. Alors qu'on a complètement mis la société, les gens qui vivent aujourd'hui sont complètement mis à l'écart de la société en fait. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de droits, on a de plus en plus de mal à manger, je veux dire. C'est vrai. De plus en plus de mal à vivre sereinement et correctement, je veux dire. Et le téléphone portable, ouais, ça c'est un autre truc encore, et qui là je trouve quand même est assez grave quand même, c'est que les gens passent leur vie dessus en fait. Ils marchent dans la rue, les gens sont tout le temps sur leur téléphone, donc ils ne regardent pas ce qui se passe autour d'eux, donc en fait tu peux être en train de peindre en plein milieu de la rue. J'ai une estimation, si par exemple sur 100 personnes qui passent, il y en a 85 qui regardent leur téléphone, c'est-à-dire qu'il n'y a que 15 personnes qui t'ont vu en train de peindre en fait, donc c'est rien en fait. Alors que normalement, si les gens ne regardaient pas leur téléphone et qu'ils regardaient ce qui se passait autour d'eux, les 100 personnes auraient dû me voir en train de peindre. Et du coup, ça apporte aussi une certaine facilité à peindre en pleine rue en fait aussi. Puis après, il y a aussi tout le côté acceptation du graffiti aussi au fur et à mesure des années par les gens, qui font que les gens acceptent de plus en plus le graffiti dans la rue aussi. En quelque sorte, même que certains prennent des photos, leur mettent dans leur réseau, même il y a des pages spécialisées faites par vraiment des amoureux du graffiti qui peuvent passer à tout hasard, hop, ils prennent une photo, une vidéo de ton graphe en te créditant dedans, donc ça peut faire le tour du monde. Comme le fait de cartonner sur un wagon, ça va voyager partout, et le fait que les gens ils aient cette reconnaissance, c'est quand même assez valorisant. C'est valorisant, mais ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui apprécient ton travail. C'est hyper important, et ces gens-là, il faut les respecter, et il faut toujours les remercier parce qu'ils font quand même un travail d'archivage, mine de rien quand même, malgré que ça soit plutôt virtuel quand même. Mais voilà, c'est hyper important qu'il y ait quand même des gens qui publient ce qu'on fait et qui repartagent tout ça.
Ça peut inspirer les futures générations. Oui, ça peut inspirer les futures générations aussi, ouais. C'est comme toi, quand tu as vu les autres à la friche, c'est pareil. Il y a un gamin qui peut voir ton style, bah, ça peut lui parler, l'inspirer Ah oui, bien sûr, ouais. Et faire devenir un grand artiste par la suite. Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais après, oui, de toute façon, c'est comme quand tu fais des démonstrations de graffiti sur des événements, par exemple, et qu'il y a des gens qui connaissent rien en graffiti qui te voient en train de peindre. Bah, peut-être que le minot qui a 4 ans comme ça, il va dire oh, trop bien, et puis à 10 ans, il va acheter sa première bombe, il va commencer à faire des murs. C'est rien, c'est toujours comme ça. Quoi. Ou la voler. Ou la voler aussi. Dans les couleurs aussi. Ça peut marcher aussi. Et ouais, dans tout ça, le fait maintenant que tu puisses, partout, t'as cartonné dans les entrepôts, des wagons-trains, quel souvenir déjà, as-tu un des souvenirs qui t'a marqué le plus dans tout ça, autre que ce que tu as pu évoquer dans le livre? Souvenir. On va dire que chaque graffiti est un bon souvenir quand même, mine de rien. Faut le dire que chaque instant qui est passé à peindre, c'est toujours cool. Hein, ça fait toujours du bien. Après, c'est vrai que les actions un peu plus vandales, comme peindre un train par exemple, c'est sûr que ça apporte beaucoup plus de sensations, beaucoup plus de satisfaction dans ce qu'on fait. Et après, chaque support a son taux de comment dire, de gratification en fait. C'est-à-dire que peindre un train, pour moi, ça me donne beaucoup plus de sensations et ça me fait faire un souvenir beaucoup plus imposant qu'un simple graphe dans un entrepôt, par exemple. Le graffiti a un grand avenir devant lui. Je pense qu'il a un grand avenir. À voir comment les choses évoluent, à voir comment. Et comment penses-tu évoluer par la suite? Seul le futur le dira. Comme les fresques. C'est ça. Le mot de la fin? Le mot de la fin, je pourrais dire que j'ai passé une super journée à peindre ce mur. Et d'avoir passé du temps avec toute l'équipe. Et puis Oui, je gros la famille. Je gros la famille, ouais, c'est ça. Merci Faz. Merci à moi. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Un gros big up à Claude, Mars et Why Not. En attendant la prochaine émission, prenez soin de vous.